tout le monde et merci Clément pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec les collègues sur ces questions comme sur d'autres, d'être interpellé par certains. Et donc voilà, je vais vous donner mon point de vue, puisque c'est l'avantage du titre que j'ai, c'est un point de vue, c'est très libre. La commande me laisse beaucoup de marge de manœuvre et aborder quand même certaines questions qui me semblent importantes pour susciter des échanges. Alors, je repartirai de ces années 60 dont parlait Cédric tout à l'heure, ce moment où s'ouvre en Angleterre le premier hospice moderne, un peu pionnier du mouvement des soins palliatifs. Et au même moment, à peu près, il y a une psychiatre, Elisabeth Kübler-Ross, qui ouvre un séminaire qui donnera lieu à une publication où elle développe une approche psychologique du vécu des mourants et de leur entourage, qui est ensuite devenue assez célèbre, où elle propose 5 stades dans l'acheminement vers la mort des patients et de leur entourage. Premier stade, la dénégation, suite au choc de l'annonce de la mort, l'irritation, la colère, le marchandage, la dépression, pour finir par l'acceptation de la mort par le patient et son entourage. Alors cette vision, elle a été très critiquée par la suite, même si elle est encore enseignée dans les écoles médicales ou paramédicales, très critiquée parce que très normative aussi, sur la façon de se préparer à la mort et de l'accepter. Et puis, Gilles l'a dit tout à l'heure, on parle beaucoup de tabous quand on parle de la fin de vie, de la mort, et quand on en parle publiquement aussi, on a tendance à considérer que c'est un sujet tabou. Qu'il s'agisse d'un sujet délicat, d'un sujet grave, sans aucun doute, qu'il soit tabou, c'est moins évident. En tout cas, comme le disait Gilles, sûrement que les tabous se sont déplacés. Et la preuve est c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de débats autour de la question de la mort, de la fin de vie. Les débats actuels sur l'évolution de la législation, l'extension de l'accès aux soins palliatifs, etc., ont remis quand même la question de la mort des mourants au cœur de la réflexion collective, ont levé un certain nombre de tabous, mais encore une fois, je reviendrai là-dessus sur la fin de mon intervention. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de tabous, mais sans doute se sont-ils déplacés. Alors en fait, la situation actuelle, elle est l'aboutissement d'un changement historique qui est enclenché depuis longtemps, relatif à la perception qu'on a de la mort, et évidemment du rôle de la médecine par rapport à la mort. Et longtemps, la médecine a été obligée de se contenter finalement de constater la mort, un peu impuissante, et elle s'est occupée de plus en plus de prolonger la vie, de repousser les limites de la mort, aujourd'hui aussi de l'accompagner et peut-être demain de la provoquer si la loi évoluait. Mais en fait, le problème, c'est que plus la vie et la mort deviennent des objets de connaissance et d'intervention technique, plus l'inscription de la mort aussi dans une forme de continuité signifiante avec l'existence perd de son évidence. Et c'est ce que sans doute voulait dire aussi le sociologue Norbert Elias, qui, dans son ouvrage qui s'appelait La solitude des mourants, écrivait « Ce n'est pas véritablement la mort, mais le savoir sur la mort qui crée des problèmes à l'homme. » Et effectivement, au fil des évolutions de nos savoirs, ces problèmes se sont modifiés. Le 19e, c'était la hantise de l'inhumation prématurée. Avec la médecine constate effectivement la mort réelle, puis l'invention de la mort encéphalique, la mort rose au XXe siècle pour les transplantations d'organes. Et aujourd'hui, le rapport à la mort, il apparaît surtout lié à des peurs, des angoisses un peu nouvelles, qui sont en lien avec des phénomènes dont on a parlé tout à l'heure, tels que les comas, les états végétatifs, ces périodes dites de fin de vie, qui vont poser des questions concernant le sens des vies qui sont maintenues, prolongées, avec ce risque toujours présent, aussi bien pour les professionnels que pour les proches, de l'obstination déraisonnable.
Et donc c'est aussi dans ce contexte-là que se pose, que se transforme la question du bien mourir, pour reprendre une expression du sociologue Michel Castrat, dans nos sociétés contemporaines, où également le recul du religieux a conduit aussi à un transfert de l'accompagnement de la mort et du mourir à une pluralité d'institutions. Avant c'était surtout la famille, aujourd'hui c'est la médecine, beaucoup, et notamment les soins palliatifs, mais pas seulement, mais aussi des institutions médico-sociales, parce que comme ça a été rappelé, on meurt aussi beaucoup en EHPAD ou en institution, mais aussi l'institution funéraire, les institutions associatives, je pense la DMD, Jeanne Alve, etc., qui sont aussi là pour accompagner la vie et la fin de la vie. Et puis les phénomènes de privatisation, d'intimisation de la mort, on pourrait dire, qui ont été aussi évoqués, qui se manifestent de plein de façons, mais aussi notamment dans la législation sur les directives anticipées, puisque, malgré les limites que rappelait Gilles tout à l'heure, on affirme aussi dans cette législation l'attention qu'on porte à la subjectivité de l'individu, au respect de son autonomie, jusque dans la situation où il ne possède plus les moyens d'exprimer. Et alors certes, l'allongement spectaculaire quand même, de l'espérance de vie qu'on a connue a eu pour la médecine une contrepartie un peu déstabilisante, puisqu'il y a, comme le dit un philosophe, Yves Cusset, il y a plus simplement des mortels, mais aussi des mourants. Il réutilise cette expression de mourant dans un ouvrage récent. Et donc, du fait de cette période qu'on appelle la fin de vie, par la longueur de l'agonie, qui complique aussi ou fragilise la définition médicale qu'on donne de cette période-là, et cette situation, elle produit une incertitude, évidemment, quant à ce que la médecine peut ou doit faire pour les patients dans cette période-là. Et si on a tendance à considérer de façon un peu intuitive que certaines spécialités médicales sont particulièrement au contact direct de l'expérience proche ou imminente de la mort, on pense aux soins palliatifs, on pense évidemment à la réanimation, ce sont quand même bien tous les soignants, dont les médecins, mais pas seulement les médecins, qui sont au contact et qui peuvent devoir faire face, accompagner à la mort ou faire accompagner la fin de vie. Enfin, c'est vraiment pas une question limitée, comme on a souvent tendance à le penser aux soins palliatifs ou à la réanimation. Et en fait, mourir est devenu, ou devient, mais ça avait déjà été montré dans les années 60 aussi par des sociologues américains, Sam Strauss et Barney Glaser, mourir est devenu un travail. Un travail à la fois pour le patient, pour les proches, pour les soignants, et chacun de ces protagonistes cherche des repères, des points d'ancrage entre différents types de ce qu'ils appelaient différents types de conscience de la mort. C'est-à-dire qu'il y a la conscience ouverte, c'est cette situation où l'équipe médicale et le patient sont tous au courant du fait que le patient va mourir, même si le moment précis de la mort et les conditions spécifiques de celle-ci restent un peu floues. Il y a la conscience fermée, dans lequel c'est le cas dans lequel l'équipe soignante et parfois la famille sait que le patient va mourir alors que celui-ci ne le sait pas. Il y a ce qu'on appelle la conscience feinte mutuelle, qui est le cas sûrement le plus fréquent, où les deux parties savent que le patient va mourir, mais chacun feint que l'autre l'ignore. Parce que c'est compliqué, des fois, comme on l'a dit tout à l'heure, d'en parler, d'évoquer cette situation. Et puis enfin, la conscience présumée, où là, c'est le patient qui se doute qu'il est en fin de vie, et qui va s'efforcer de repérer des indices auprès des soignants, des professionnels, de ses proches, pour le conforter ou non dans sa période. Et donc, cette période-là, elle engage évidemment beaucoup de choses dans les relations. Et en fait, dans nos sociétés, certes, on parle de moins en moins de la mort et de la fin de la vie, mais on parle de plus en plus de la fin de vie. Le rapport à la médecine, le rapport de la médecine et des individus à la mort, il va se situer essentiellement entre trois options principales. La première, c'est la volonté de repousser la mort. C'est cette demande dont on parlait tout à l'heure. Voilà, faites tout ce que vous pouvez, maintenez-moi en vie, que je vive le plus longtemps possible, avec ce risque d'obstination déraisonnable, et qu'on retrouve aussi
dans le discours post-transhumaniste, essayer de repousser les limites de la vieillesse ou de la mort. C'est une autre façon de faire aussi. Il y a la volonté d'accompagner le patient qui va mourir. Là, c'est plutôt le point de vue qu'on retrouve avec le développement des soins palliatifs, un accompagnement de la famille, une forme de pacification aussi du rapport à la mort, qu'on accepte. Et puis, cette dernière façon, ou cette dernière option, c'est la volonté de maîtriser le moment et les conditions de la mort. Donc c'est qui va concerner les revendications donc en faveur du suicide assisté ou de l'euthanasie. En fait, on va dire chacune de ces voies, de ces options, marque la persistance d'un désir très ancien de combattre, de vaincre la mort, ou en tout cas d'exercer sur elle une forme de maîtrise, quelle que soit la forme qu'elle prend. Et dans chacune de ces situations, la médecine est un instrument essentiel. Et en même temps, la médecine est aussi le révélateur que la mort, qui résiste à toute appropriation, ne cesse tout le temps de nous échapper. Parce que la dynamique aujourd'hui de médicalisation, elle s'inscrit dans une tension entre qu'on souhaite repousser la mort ou qu'on souhaite au contraire qu'elle arrive plus vite pour échapper à une vie qui serait considérée comme insupportable. C'est une tension qui a aussi produit des formes de mal mourir. Alors, effectivement, ça va de l'obstination déraisonnable jusqu'à des formes d'euthanasie illégale qu'on a pu connaître aussi. Et donc, ces démarches qui apparaissent sous des formes différentes, évidemment, puisque le mouvement des soins palliatifs qui soutient surtout la question de la qualité de la fin de vie, l'expérience du malade accompagné est très différente de ceux qui sont partisans du droit à l'euthanasie au suicide assisté. Mais en fait, ces orientations ont quand même en commun qu'elles sont les déclinaisons différentes, mais d'une même médicalisation, d'une même individualisation du mourir, et d'une même volonté finalement de recourir à la notion de dignité dans la situation de la fin de vie. Et en fait, le problème, c'est qu'on pense que sûrement que maîtriser le décès, ce serait maîtriser la mort. Maîtriser le décès, maîtriser ses conditions, c'est pas forcément la mort, parce qu'encore une fois, la mort nous échappe. Et même si on a plein d'injonctions à l'autonomie appliquées au moment du mourir, ça va de la préparation de son contrat d'obsèques, la rédaction de ses directives anticipées, la prise de position par rapport au don d'organes, au don du corps à la science, etc. Ça prend plein de manifestations. Tout ça, ça semble nous assurer qu'on garde la maîtrise et qu'on est autonome dans tous les aspects de sa mort. Mais en fait, on ne gère que quelques dimensions de son décès et tout au plus. Alors, dans l'éventualité où un droit au suicide ou assisté ou à l'euthanasie serait reconnu législativement, à quoi aurait-on affaire? Est-ce qu'on aurait affaire à un outil supplémentaire, en plus de la sédation profonde et continue dans l'accompagnement de la fin de vie? Est-ce qu'il s'agirait là d'un soin? C'est bien une question assez redoutable dont on a échangé lors des ateliers d'espace éthique. Comment concilier cet acte ou ce soin avec le principe selon lequel le médecin ne saurait porter atteinte à la vie du malade? Si on sépare l'euthanasie ou le suicide assisté du domaine du soin, comment rendre effectif ce nouveau droit de donner la mort à un patient qui en fait la demande? Et comment résoudre ce paradoxe de l'euthanasie finalement qui, puisqu'on autorise l'euthanasie au regard du principe du respect de l'autonomie de l'individu, et en même temps ce principe d'autonomie doit être suspendu pour que le geste létal soit mis en œuvre, puisqu'on doit déléguer ce geste à autrui et qu'on n'est pas autonome pour le réaliser soi-même, ce qui pose une forme de paradoxe quand on pousse le respect de l'autonomie à ce point. Alors, ceci dit, comme on l'a vu un peu avec Clément, la dépénalisation de l'euthanasie, ça demeure quand même un fait très rare dans les législations internationales.
Et l'inflexion de législation, elle s'opère plutôt dans le sens d'une dépénalisation du suicide assisté, et sûrement parce que c'est une solution qui apparaît médiane, un peu à équidistance entre le courant de pensée pro-life, défense de la vie, et le courant pro-choice qui défend le droit à l'euthanasie. Et effectivement, dès lors que c'est le patient qui réalise lui-même le geste létal, la charge morale du médecin s'en trouvera amoindrie. Et je pense effectivement, comme le disait Gilles, qu'on n'a pas, en tout cas dans l'avis du CCNE ou dans un certain nombre de débats, on a tendance à amalgamer un petit peu toutes ces aides actives à mourir. Je pense qu'il y a des différences à faire, parce que c'est quand même pas forcément la même chose. Alors pour autant, si le fait qu'on démédicalise un peu, comme l'appelait aussi Cédric, finalement l'aide à mourir au regard du suicide assisté, les difficultés éthiques sont peut-être aplanies, mais ne disparaissent pas pour autant complètement. Et évidemment, les pratiques qui entourent, enfin les conditions qui entourent le suicide assisté dans les pays où c'est légalisé, il demeure tout le temps la validation médicale de la demande. Certes, ça peut être pas le médecin qui effectue le geste, qui accompagne jusqu'au bout, mais en tout cas, au point de départ, il y a quand même bien la validation médicale de la demande. Alors, ce qui pose des problèmes des gens mineurs ou des gens avec des pathologies psychiatriques, etc. Alors, et on relève aussi que les conditions d'éligibilité au suicide assisté, finalement, sont les mêmes que celles qui autorisent l'euthanasie. Les mêmes conditions, donc une proximité des critères qui sont retenus pour l'euthanasie du suicide assisté, et en même temps, cette proximité des critères, ça fait ressortir la différence qu'il y a entre les deux, puisque effectivement, dans un cas, c'est le dernier geste est fait par le médecin, et dans l'autre, par le patient. Dans un cas, celui du suicide assisté, le médecin il va prescrire la substance, ça peut être le pharmacien qui la fournit, les proches ou les bénévoles qui soutiennent le patient demandeur sur un plan matériel ou moral jusqu'au dernier moment. Et donc l'implication des tiers, elle est seulement indirecte d'une certaine manière, puisque l'intéressé reste l'agent de sa propre mort. Et donc c'est pour ça que rapprocher le suicide assisté de l'euthanasie et un petit peu faire un amalgame un petit peu rapide, puisqu'il y a quand même cette différence fondamentale. C'est pas pareil de fournir à quelqu'un une prescription létale ou lui injecter directement dans les veines, comme le rappelait Cédric. Alors que, comme je le disais, dans l'euthanasie, la personne, elle convoque autrui en tant qu'agent de sa propre mort. C'est quand même très différent. Et en fait, sur un plan plus sociologique, le suicide exprime aussi une forme d'autosuffisance, hein, qui semble peut-être mieux correspondre à notre époque individualiste, davantage que l'euthanasie. Louis Dumont, un grand sociologue, rappelait ou écrivait que l'individualisme, c'est l'affirmation au plan moral et politique de l'être humain particulier comme indépendant et se suffisant idéalement à lui-même. Alors effectivement, le suicide assisté, il semble plus compatible aussi avec cette culture nord-américaine, du self-made man, où l'individu répugne aussi d'être redevable envers la société. Et puis, sur un plan légal et symbolique, il semble moins coûteux pour une société de dépénaliser le suicide assisté que l'euthanasie, justement parce que, étant seulement indirecte, cette forme d'aide à mourir ne nécessite pas de déroger à l'interdiction de tuer, qui est évidemment un des piliers de notre édifice social, et donc le suicide assisté a une portée transgressive qui semble moindre que l'euthanasie. Et d'ailleurs, comme ça a été rappelé, la Suisse, qui autorise depuis longtemps le suicide assisté, proscrit l'euthanasie. Et l'euthanasie semble être située à un degré plus élevé sur l'échelle des transgressions morales et symboliques que le suicide assisté. Et d'ailleurs, là où l'euthanasie est autorisée, le suicide assisté l'est aussi de façon inclusive. Alors que l'inverse n'est pas vrai, puisque alors que l'euthanasie emporte le suicide assisté dans sa course, la dépénalisation de l'assistance au suicide n'implique pas du tout celle de l'euthanasie.
Et donc, le suicide assisté pose a priori moins de problèmes éthiques aux médecins, et pour autant, la responsabilité médicale n'en est pas moins assez lourde, puisqu'il faut cette évaluation favorable de la demande par un praticien qui va rendre possible en amont le suicide. C'est cette évaluation qui va enclencher la démarche opérationnelle de la mourir. Et donc le médecin, il n'est pas requis uniquement en tant qu'expert, ayant de solides compétences cliniques, scientifiques, mais il est aussi convoqué en tant qu'être humain qui va être confronté à une demande, qui est quand même une demande poignante, de détresse, voire de solitude. Et donc le suicide, même quand il est assisté, il représente un défi pour la société, parce qu'il malmène un certain nombre de nos valeurs communément partagées, comme la solidarité, l'assistance aux personnes en détresse, et de ce point de vue-là, il ne saurait évidemment être banalisé, parce qu'il risque aussi de compromettre la pertinence des politiques de prévention du suicide qui sont mises en œuvre dans nos sociétés, jeter la confusion dans les esprits. Et donc finalement, quels que soient les choix qui sont faits d'un point de vue législatif, le médecin aura toujours le devoir premier de s'assurer qu'il n'y a pas d'autre moyen que la mort pour apaiser les souffrances du patient. Et donc se souvenir de cette pensée, cette méditation de Pascal, quand il évoquait le désir de mort, il disait « Tous les hommes recherchent d'être heureux ». C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. Alors je reviens pour terminer sur la question du tabou dont j'ai parlé au début, parce que le tabou, c'est ce sur quoi on fait silence, pas forcément intentionnellement d'ailleurs, mais parce que ça menace de remettre en cause le fondement du lien social, le fondement de nos sociétés, et donc il ne faut pas parler de ce qui est tabou. Et c'est ce qui fonde aussi le sacré. Évidemment, il n'y a pas de tabou sans sacré. Même dans nos sociétés laïques, il y a du sacré. C'est ce qui fonde le ressort, le dernier ressort, le sens de notre vie commune. Et en fait, de ce point de vue-là, la fin de vie n'est pas tabou, parce qu'elle est devenue, comme on disait, une question de société ouverte, à la fois morale et politique, qui fait l'objet de débats publics récurrents. Mais c'est aussi devenu même un objet d'exposition médiatique. On parle de la fin de vie beaucoup dans les médias. On s'intéresse plus seulement à la mort des célébrités, mais aussi à l'image que leur fin de vie renvoie d'elles-mêmes, que ces personnes-là renvoient en parlant ouvertement de leur maladie incurable, de leur mort imminente, parfois choisie, quand elles choisissent aussi d'aller à l'étranger, etc. Et donc le tabou, il n'est pas là où on croit, il n'est pas de savoir si on a le droit de parler ou non de la mort ou de la fin de vie dans l'espace public, puisqu'on y est autorisé, on ne se gêne pas pour le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui est laissé sous silence à travers ce discours sur la fin de vie que tiennent un certain nombre de personnes, et quelles sont les normes finalement sous-jacentes que révèlent ces discours. Et donc en m'appuyant sur une petite réflexion aussi du philosophe Yves Foussé, mais qui est sociologiquement, je trouve, très intéressant. Je prendrai l'exemple de deux personnalités qui sont toutes les deux décédées d'un cancer en 2021, et dont on a pas mal parlé, Axel Kahn et puis Bernard Tapie. Deux personnalités très différentes, et qui sont toutes les deux décédées d'un cancer et qui ont évoqué publiquement leur rapport à leur maladie et leur rapport à la fin de leur vie. Et donc ce ne sont pas des mourants comme les autres. Axel Kahn et Bernard Tapie, ce sont des acteurs publics, amoureux de la prise de parole publique, et rien en eux, dans ce qu'ils ont dit, dans leurs propos, n'évoque la honte du corps dégradé, la honte du regard de l'autre, rien n'évoque la fragilité, la peur, l'émotion incontrôlée, quand on parle de tout ça. Et donc par l'impression qu'ils font, l'impression qu'ils donnent, l'admiration presque irrépressible qu'ils provoquent chez les autres, ils imposent aussi de façon presque insidieuse un modèle de fin de vie remarquable, qui rejaillit sur l'idée qu'on se fait de la dignité dans ces situations de fin de vie, et qui est aussi centrale, cette question-là, dans la législation sur la fin de vie. Et donc, d'autant plus qu'ils ont souhaité eux-mêmes rendre visible, public,
leur fin de vie, et donc servir d'exemple d'une certaine manière, une forme peut-être un peu narcissique aussi, servir d'exemple à tous ces anonymes qui sont confrontés à l'imminence de leur propre fin de vie. Et donc les médias aussi se sont fait le relais de ces propos en termes finalement de donner des représentations du savoir mourir. Il y a du savoir-être et il y a du savoir mourir. Et donc finalement il ressort de ces propos et de ces expériences que mourir dignement, ce serait être libéré déjà de la terreur, de la mort imminente. Tous les deux renvoient l'image d'une sagesse ancestrale. Axel Kahn nous dit que la mort n'existe pas, qu'il n'y a que le rideau qui tombe à la fin, que tout ce qui compte, c'est ce qui se passe avant. Il évoque Spinoza pour dire que la mort n'est pas un objet digne d'intérêt, que seul doit servir d'aiguillon ce qui augmente la puissance de vivre. Bernard Tapie, qui lui est croyant, dit qu'il est normal, à plus de 70 ans, d'envisager la fin, de s'y préparer sereinement. Et tous les deux refusent qu'on s'apitoie sur leur sort, et comme conséquence, eux ne s'apitoient pas sur eux-mêmes, et ils permettent aussi de convertir la pitié qu'on pourrait ressentir pour eux à une forme d'admiration qui ne nous autorise pas à avoir pitié d'eux. Et donc, derrière, vous voyez, ces affirmations qui renvoient à la fois à l'accomplissement personnel d'une vie riche de sens, riche d'argent, etc., vient aussi poindre la norme d'une mort qui est elle-même réussie. Contents d'avoir réussi leur vie, ils réussissent aussi leur mort d'un point de vue moral. La dignité, ça devient un concept ambivalent qui renvoie pas seulement au droit de recevoir jusqu'au bout des soins, ou de les interrompre si on pense qu'ils sont inopportuns. C'est pas le droit d'obtenir le soulagement à la souffrance qu'on peut souhaiter, par une sédation éventuellement, mais c'est aussi la dignité, c'est d'avoir un comportement vertueux, d'accepter, voire d'accueillir ce qui est inéluctable, et ce qui pourrait devenir, en tout cas, l'aune à partir de laquelle on pourrait hiérarchiser les mourants, leur rapport à la mort, qui pourrait devenir une norme du bien mourir. Et parce que finalement, dans les propos de ces deux personnes, ils illustrent l'objectif principal de l'accompagnement de la fin de la vie, finalement, c'est vivre jusqu'au bout, vivre jusqu'à l'instant ultime. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire tous les deux, parce qu'ils ont pris la parole quand même quelques jours, quelques semaines avant la mort. Et sauf que cette prise de parole, ou cette vie jusqu'au bout, elle s'exprime aussi sous la forme aussi négative de l'exclusion d'un certain nombre de choses. L'exclusion de la peur, exclusion de l'apitoiement, comme je l'ai dit, exclusion du désespoir, exclusion de l'échec. Pour que la fin de vie puisse être visible dans l'espace public et l'espace médiatique, pour qu'elle puisse revêtir ce caractère sacré, il faut que la solitude dans laquelle se trouve quand même acculé tout mourant, dans son rapport à l'altérité de la mort, il faut que cette solitude demeure cachée, voilée, avec tout ce qu'elle peut contenir d'émotions que la psychologie qualifierait de négatives. Et donc il y a une forme d'hyper-valorisation, de surexposition de ces personnalités, ces gagnants, on pourrait dire, de sacralisation de leurs propos qui vont aussi avec ces nouveaux tabous, puisque c'est une forme de recycler, une ancienne forme d'art de mourir, finalement, la belle mort, etc. Ce pas des propos très nouveaux en soi, finalement, qui sont tenus, et qui passent d'autant mieux, finalement, que la fin de vie est devenue une préoccupation sociale, à laquelle chacun est sommé, finalement, de réfléchir pour soi-même, et pour décider de ce qu'il voudra lui-même pour sa propre fin de vie. Et donc, comme je le disais, et je terminerai rapidement, il n'y a pas de sacré sans tabou. Et donc ces tabous, c'est pas la fin de vie et la mort elle-même, c'est ces émotions justement intenses, contradictoires,
qui offre assez peu de prise à l'empathie, où vont s'entremêler le désespoir, l'angoisse, la terreur, l'appétence relationnelle, le repli sur soi, pourquoi pas, et qui renvoie à chaque fois le mourant à sa propre solitude. Et donc c'est pas sans conséquence, évidemment, sur le débat actuel qu'on a sur la législation, puisque peut-être que le droit au suicide assisté sera adopté un jour, peut-être davantage que le droit à l'euthanasie, d'ailleurs, pour les raisons que j'évoquais. Peut-être que c'est une bonne chose, pas seulement parce qu'on reconnaîtra l'autonomie suprême que la loi aura conférée à la personne, mais parce que, finalement, c'est au droit de trancher dans ces situations. On peut toujours continuer le débat interminable sur les valeurs ultimes, la vie, la mort. Le droit tranchera, et que le suicide assisté devienne légal, ça n'empêchera pas, encore une fois, qu'une partie de la population reste attachée à des valeurs qui considèrent que l'euthanasie restera moralement condamnable. En tout cas, c'est des choses qui sont discutables. Et le droit ne doit pas se substituer non plus à l'obligation du soin pour tous, qui reste évidemment nécessaire. Et la seule limite à ça, c'est la limite qu'on met à celle de l'obstination déraisonnable, finalement. Mais en tout cas, avant que toute nouvelle loi soit adoptée et éventuellement changée, il faut qu'on effectue ce travail, cette réflexion sur tous ces tabous qui sont un peu problématiques dans notre rapport à la fin de vie. On a tendance à évacuer précisément parce que c'est tabou. Parce que si on n'affronte pas ces tabous, on va être dans une forme d'accompagnement, d'une sacralisation de l'autonomie de la personne, qui sera comprise comme une force intérieure, une détermination, courage, sérénité, et qui évacuera toutes ces dimensions plus problématiques de l'affrontement à la mort. Et donc, j'en ai vraiment terminé. On préférera dans cette situation-là celui qui choisit de mourir, qui est souverain sur sa propre existence, qui fait face avec courage au caractère inéluctable de son destin et de sa fin de vie, à celui qui, dans la même situation, aura peur, fera valoir son désespoir, qui osera croire qu'il a encore le droit à quelques jours supplémentaires sans trop souffrir, qui criera éventuellement, qui se plaindra, au lieu d'entrer dans cette sphère dont je parlais au début, qui est celle de l'acceptation de la mort. Et donc, avec le risque d'ajouter à son désespoir de quitter la vie, celui d'avoir le sentiment honteux d'être un raté de la fin de sa vie. Merci.